Ne cherchez pas pourquoi Clovis Trouille n'a jamais connu de grandes rétrospectives populaires. Ne cherchez pas pourquoi Egon Schiele, le peintre de la masturbation, ne jouit pas de l'adoration qui auréole Saint Vincent van Gogh. Ne vous étonnez pas de ne jamais voir de véritables œuvres expressionnistes dans la patrie du bon goût français. Clovis Trouille peint dans des tons rutilants d'écus qui osent dire leur nom, des mains de zouaves dans des culottes sororales, des bonnes sœurs en porte-jartelle évaluant entre deux doigts courbés le calibre d'amants formidables. Les cierges ont des formes explicitement phalliques, les dames ont des aisselles fournies, des bouches à faire des pipes, des langues fureteuses. Dans l'ombre d'un confessionnal, deux jolies pécheresses se cambrent et tendent des croupes affolantes. Les ecclésiastiques ont d'hypocrites et l'érection. Les statues des saints se penchent sur le colleté d'Esmeralda. Des bretonnes en coiffe du pays bigoudin mangent la meilleure partie du Christ sans passer par le miracle de l'Eucharistie. Le Saint-Calice est un pot de chambre. Des sexes féminins béants ornent les pierres tombales. Les veuves n'ont pas de culotte. C'est le monde de Cabotan, la fleur, poussée à son extrême logique. Toutes les autorités sont bafouées. La mort même est ridiculisée. Rien ne résiste à la magnifique flamboyance de la truculence trouillesque. Clovis Trouille a perdu une jeune enfant. Ce drame, comme celui immense de la guerre de 14-18, lui fera faire des œuvres étranges, oniriques, peuplées de fantômes et de châteaux hantés où règne bizarrement une tendresse indicible pour la chair disparue. Derrière l'apparence d'anticonformisme, derrière un anarchisme que d'aucuns jugeront presque convenu, la peinture de Clovis Trouille trahit ce que on nommait autrefois un grand nerveux. Les peintures iconoclastes, apparentement terribles, dirait le Canard enchaîné, sont l'expression d'une angoisse fondamentale, constitutive. Certains anciens combattants sont devenus croix de feu. Clovis Trouille sait qu'il n'y a rien de sacré, ni de respectable dans l'Holocauste. Il sait d'instinct que la mort est une mocheté, un truc dégueulasse, et pas supportable. Il n'a pas besoin qu'on lui fasse un dessin. Alors lui, il fait de la peinture pour exorciser sa peur, pour tuer ce temps qui nous tue aussi. La violée du vaisseau fantôme est attachée à un rocher, dans une sorte de paysage faussement hamlétien. Elle porte des sous-vêtements violets, lesquels s'harmonisent avec l'aurore boréale
qui drape un ciel jaune et vert. Clovis Trouille a horreur d'expliciter ses toiles. Il dit sobrement, au premier plan, la fille qui a été violée par tout l'équipage. Ce viol-là est évidemment un pur fantasme masculin. L'image est explicite. La victime n'a pas subi de vraie violence. Il n'y a pas de souffrance dans cette toile. Mais la mise en scène, tendrement sadique de la contrainte acceptée. Cela rejoint l'Attache-moi en rouge et vert du cinéaste espagnol Pedro Almodóvar. Clovis Trouille ignore les demi-teintes. Il peint en super technicolor, en œuvre en couleurs majeures. Ses œuvres ressemblent à de l'art forain, mais elles ont la saveur des choses intimes, à la fois éblouissantes et secrètes. À 60 ans, Clovis Trouille reçoit la médaille du travail. Il est resté 35 ans comme décorateur-vérificateur dans la société Pierre Immense qui fabriquait des mannequins de cire. Il n'a jamais souhaité vivre de sa peinture, persuadé alors qu'il perdrait son âme et prostituerait son art. En revanche, il a beaucoup échangé. De même que Madame Brassens-mère n'aimait guère les chansons paillardes de son fils, la seconde épouse de Clovis Trouille souhaitait que son mari cherche une inspiration moins gauloise, plus polissée. En vérité, la peinture immédiatement figurative peuplée de sujets qui n'en sont pas, dans l'imagerie conventionnelle au moins, guillotine, vampire, marquis libertin, âne turgescent, faisait peur à la compagne de cet homme tranquille, néanmoins habité par des démons parfaitement reconnaissables. La grande force de Trouille est là, et elle signe sa picarditude. Le ça freudien, n'y est guère travesti. Demeurent des bulles de barbarie et de paganisme qui remontent de la tourbe de nos étangs profonds, mais qui ne sont que des étangs. Il n'y a là ni sortilège, ni magie, ni besoin de messe noire ou d'exorcisme. Il n'y a que l'homme qui se collecte selon un variable bonheur avec sa propre condition. Clovis Trouille est de cette cohorte d'hommes simples, primaires, c'est-à-dire dotés d'un bagage intellectuel qu'on disait primaire, le certoche, qui font ce qu'un prof de philo de mes enfants nommait avec condescendance de la métaphysique de bazar.
dire que chacun est pris dans le blocos de sa propre conscience, par exemple. C'est de la métaphysique de bazar, hein? Ben c'est ça, sauf que c'est vrai. Schopenhauer l'avait dit auparavant, mais voilà bien un philosophe nordique, donc de fort mauvais goût. Comme on ne cesse de redécouvrir Rabelais, La Fontaine ou Hugo, on ne cessera de redécouvrir Clovis Trouille, peintre lumineusement évident, parce que totalement, volontairement, indécrotablement figuratif, rétinien, physique. Clovis Trouille est un grand coloriste. Il ne recule devant rien et il a raison. C'est pourquoi d'ailleurs ses œuvres passent si bien en noir et blanc. Il paraît que le bateau ivre, représentant un canot pneumatique, ni Dieu ni maître, rempli d'anarchistes des deux sexes en goguette, sur un océan déchaîné, tandis que coule le navire de l'établissement, il paraît donc que cette toile est au musée d'art moderne de la ville de Paris. Je signale que la première exposition particulière de Clovis Trouille eut lieu en 1963 et sur invitation, par crainte de la police et sous protection, par crainte du scandale et sous protection de la police.